Voilà, donc la question qu'on se pose, c'est dans quelle mesure ce système ECTS est-il un système facilitateur de la formation tout au long de la vie? Donc je vais commencer par présenter les ECTS et la formation tout au long de la vie, en commençant par un petit rappel sur ce concept de formation de tout au long de la vie, en présentant le cas de la faculté des sciences de l'éducation de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Je vais parler du lien entre ECTS et formation, ECTS et recherche, et je terminerai par une petite conclusion, et surtout ce qui nous intéresse le plus, c'est les questions auxquelles on va tenter de répondre dans le cadre de cette rencontre. Je me suis d'abord basé sur le rapport européen sur les indicateurs de qualité de l'éducation et la formation tout au long de la vie, qui a regroupé 34 pays participants et qui définissent la formation tout au long de la vie comme étant une activité, c'est toute activité d'apprentissage, entreprise à tout moment de la vie, dans le but d'améliorer les connaissances, les qualifications et les compétences, dans une perspective personnelle, civique, sociale et ou liée à l'emploi. Et comme vous le savez, cette formation qui dure tout au long de la vie, elle est censée toucher toutes les sphères de la vie, donc aussi bien les personnes âgées que les personnes jeunes, les cadres formels ainsi que les cadres moins formels. Dans le cadre de ce rapport, 15 indicateurs de qualité ont été identifiés. Je ne vais certainement pas les présenter en détail parce qu'on n'a pas le temps, mais on pourra en discuter à un moment donné si vous le souhaitez. Ces indicateurs de qualité relatifs à la formation tout au long de la vie touchent 4 domaines principalement. Le domaine A, celui de la qualification, de la compétence et des attitudes. Le domaine B, accès et participation. Le domaine C, ressources pour l'éducation et la formation tout au long de la vie. Et le domaine D, stratégie et développement de systèmes. Les objectifs de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, il s'agit surtout d'offrir cette possibilité à avoir des chances égales d'accéder à un apprentissage de qualité tout au long de la vie et dans laquelle l'offre d'éducation et de formation repose avant tout sur les besoins et les demandes des individus. Il s'agit surtout donc de s'adapter à la manière dont l'éducation et la formation sont dispensées, tout en faisant en sorte que les connaissances et les compétences des personnes correspondent aux demandes changeantes des emplois et des professions, et d'encourager les gens et les équipes pour qu'ils puissent participer à toutes les sphères de la vie publique moderne. J'ai fait le choix de commencer par cette introduction pour vous dire que il s'agit surtout, dans le cadre d'une formation tout au long de la vie, de passer de la logique de l'enseignement 2 vers la logique de l'éducation A. Il s'agit donc de passer d'un savoir basé, dans les meilleurs des cas, sur un changement de comportement, vers un savoir dépassant le changement de comportement et qui vise le développement de toute la personne. Il s'agit donc de passer des compétences du formateur à partir d'un référentiel de compétences vers les compétences des participants basées sur ce qu'on appelle les learning outcomes ou les résultats attendus de l'apprentissage. Au niveau donc de la faculté des sciences de l'éducation de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, nous avons veillé à tenir compte de toutes ces recommandations pour mettre en place des cursus, des formations en lien avec ces prérogatives. Et donc nous avons mis en place une licence d'enseignement puisque nous formons surtout les enseignants et les cadres scolaires et un cursus assez classique qui peut déboucher sur un CAPES de 80 crédits, sur 2 genres de masters professionnels. Donc le CAPES, c'est pour la formation des enseignants du complémentaire et du secondaire. Les masters professionnels avec 2 orientations, soit un master professionnel en gestion scolaire, et donc pour la formation des cadres, des chefs d'établissement et des responsables d'institutions scolaires, et le master professionnel en coordination, puisqu'au Liban, nous avons le système de coordinateurs de matière, donc des responsables par établissement de discipline, ainsi que la formation des conseillers pédagogiques. Par ailleurs, il y a aussi la formation, le cursus de master recherche pour la formation donc de toutes les recherches en sciences de l'éducation, et nous avons aussi un cursus de formation pour les enseignants du supérieur, c'est-à-dire les enseignants universitaires. Nous avons mis en place un DU en pédagogie universitaire. Et nous avons bien sûr le cursus de doctorat et un département de formation continue. Pourquoi je vous présente toutes ces formations, tous ces cursus? C'est parce que notre public, la moyenne d'âge des étudiants, c'est aux alentours de 30-40 ans. Donc nous avons des étudiants, les âges, ça varie entre 22, 23 ans et 60 ans. Ce qui montre que cette structure, elle facilite la formation tout au long de la vie. Nous avons des enseignants expérimentés, des chefs d'établissement, des cadres, donc des professionnels qui reviennent à l'université, suivre des formations. Et
c'est grâce probablement au système ECTS que cette formation est redevenue possible, puisqu'ils ont la possibilité de choisir des matières par crédit, par semestre et par cursus. Et ce qui est intéressant dans cette ingénierie, c'est que elle est conçue un peu à la manière de poupée gigante, donc des cursus qui s'emboîtent. Autrement dit, un détenteur de licence, il lui suffit 40 crédits supplémentaires pour obtenir le CAPES, 40 crédits supplémentaires pour obtenir un master, et ainsi de suite. Donc, il y a des passerelles qui facilitent la formation dans le cadre de ces cursus. En termes d'étudiants, en 2012-2013, on remarque que le maximum d'étudiants que nous avons, c'est surtout en gestion scolaire, donc cette formation qui vise la formation des cadres et des chefs d'établissement. Nous avons en master recherche, elle est suivie donc par celle du master recherche, puis les CAPES et la licence d'enseignement, et le doctorat est beaucoup moins en master et en coordination de matières. Nous avons également mis en place des thèses en co-tutelle. Et c'est ce qui nous intéresse le plus dans le cadre de cette rencontre, cette collaboration importante entre les pays du Nord et les pays du Sud, puisque dans nos cursus doctoraux, il s'agit surtout de mettre en place des thèses en co-tutelle entre le Liban et d'autres pays européens. Et ce qui est intéressant dans le cadre de ces conventions, c'est qu'il y a une reconnaissance et une validation des matières réussies dans l'un des pays. Autrement dit, un étudiant qui a validé ou réussi des matières au Liban, ces matières-là sont reconnues comme étant validées quand il continue sa formation en Europe et inversement. Il y a également la validation des publications et des communications dans des colloques qui peuvent remplacer certaines matières. Je vais dire juste 2 mots à propos de ce DU ou ce diplôme en pédagogie universitaire, puisque c'est une innovation au niveau de la région. Nous sommes une des rares universités qui assure des formations d'enseignants du supérieur. Nous avons commencé par une activité très modeste. On a mis en place des sessions de sensibilisation et d'initiation pédagogique adressées aux enseignants de l'Université Saint-Joseph en 2003. Ces sessions ont été suivies par la fondation d'un vrai laboratoire qui s'appelle le laboratoire de pédagogie universitaire. Et à partir de là, nous avons identifié des besoins de formation dans la durée. D'où la conception et l'opérationnalisation du diplôme de pédagogie universitaire, démarche innovante en pédagogie. Et donc là, sans aller dans les détails, nous avons depuis 2008 jusqu'à 2012 à peu près 63 inscrits d'enseignants universitaires venant de toutes les facultés. D'un très grand nombre de facultés. Et après, on a ouvert ce DU aux universités de la région et du pays. C'est-à-dire, on a commencé avec l'Université Saint-Joseph et actuellement, nous sommes ouverts aux universités de la région et du pays. Nous avons également au sein de la faculté un département de formation continue qui est vraiment la preuve de l'utilité de la formation de tout au long de la vie, puisque des enseignants à titre individuels, qui ne sont pas du tout financés par leurs établissements, qui prennent l'initiative de venir suivre des formations programmées, des formations sur mesure, c'est-à-dire on répond à des besoins d'établissements scolaires, et le département se transforme petit à petit en une boîte de consultation et d'audit. Et donc le public, c'est des enseignants, des coordinateurs, des responsables pédagogiques, des cadres, des surveillants. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous recevons également des parents qui viennent suivre ces formations à côté des enseignants, des coordinateurs et des chefs d'établissement. Et ce qui a beaucoup motivé les gens, c'est qu'il s'agit de formations parfois créditables. Autrement dit, ils peuvent capitaliser ces formations ponctuelles dans le cadre de formations diplômantes. Ce département de formation continue s'est beaucoup développé. Nous avons jusqu'à maintenant 327 participants en 2011-2012 en didactique des disciplines, en gestion scolaire, en pédagogie générale, en psychopédagogie et en TIS. Le système ECTS a également permis et facilité des collaborations entre le Liban et les autres pays de l'Europe et de la région au niveau de la recherche. Nous encourageons beaucoup ce que nous appelons les recherches actions. Donc nous croyons que nos étudiants qui sont inscrits à la faculté et qui sont également des enseignants sont censés également être des chercheurs. Et nous avons aussi, je vais vous parler aussi de quelques projets campus dans lesquels nous sommes impliqués. Je vais vous donner juste quelques petits exemples. Ça, c'est un exemple de projet d'audit de recherche et de formation. Un établissement scolaire nous a sollicité pour faire une étude d'impact de 8 projets éducatifs implémentés. Alors, ces projets éducatifs, c'est un établissement scolaire, en fait, c'est un réseau d'écoles et ils voulaient donc faire cette étude d'impact. Ils ont eu recours à la faculté, au département de formation continue. Et là, on a essayé de mettre en face à face, en vis-à-vis des chercheurs et des enseignants, des étudiants
qui font de la recherche. Et nous avons trouvé que ça serait très, très intéressant si nos étudiants, qui sont en même temps des enseignants, se forment par le biais de la recherche. C'est-à-dire, en faisant de la recherche sur le terrain, ils ont un impact sur le terrain, mais en même temps, ils se forment en tant que chercheurs, mais également, ils se forment surtout en tant qu'enseignants. Et nous avons remarqué que l'impact de la formation par la recherche est de loin plus intéressante et rentable que la formation par le biais de sessions de formation. Un autre projet, c'est en éducation à la santé, c'est un projet en collaboration avec les United Nations Population Fund. Et donc, c'est un projet aussi qui articule recherche, formation des acteurs et intervention éducative pour faire le lien, pour étudier le lien entre l'état des lieux de l'éducation à la santé, la mise en place d'un dispositif qui facilite l'éducation à la santé et l'impact de cette éducation sur les personnes formées. Et donc là, nous avons des rencontres régulières aussi avec des adultes de tout âge. Notre souci, c'est donc d'appliquer un peu ce paradigme de la complexité en formation, c'est-à-dire en articulant les trois pôles, le pôle recherche, impliquant la complexité des approches mixtes, le croisement des outils de mesure et l'importance de la recherche-action, avec la formation des acteurs, donc les enseignants-chercheurs, et l'intervention éducative, bien sûr, tout en tenant compte d'un système de valeurs et de la prise en compte de la dimension affective. Concernant les projets Tempus, nous sommes actuellement impliqués dans 2 projets et un troisième qui est en cours d'étude. Le premier projet, c'est le projet PACOM, c'est un partenariat pour les compétences et l'emploi. Le deuxième projet, c'est le Tempus 4, qui vise le développement des capacités des facultés d'éducation à la lumière des approches internationales relatives à la formation des enseignants. Et le projet qui est en cours d'étude avec l'AUF, il porte sur l'innovation pédagogique et l'apprentissage à distance, incluant le Liban et l'Égypte. 2 mots sur chacun des projets. J'ai le temps de 2 minutes. 2 mots, d'accord. Alors, pour le premier projet PACOM, il y a donc des pays du Nord et des pays du Sud qui sont impliqués dans le cadre du projet. Il s'agit surtout de mettre en place donc des structures chargées dans la prospection et l'anticipation des besoins du marché du travail en compétences. Bon, je ne vais pas aller dans les détails des objectifs du projet puisque j'ai pas le temps. On pourra en discuter plus tard. Et le deuxième projet concernant les capacités des facultés de sciences de l'éducation à la lumière des approches internationales relatives à la formation des enseignants. Il implique plusieurs pays euro-méditerranéens comme la Suède, la Grande-Bretagne, Malte, l'Égypte, le Liban, la Jordanie et la Palestine, et qui vise à développer les capacités de 15 facultés et ou institutions universitaires d'éducation, dont évidemment notre faculté, la faculté des sciences de l'éducation de l'USJ, en matière de formation d'enseignants, notamment des enseignants du supérieur. En conclusion, je peux donc témoigner un peu de l'utilité, de la flexibilité du système ECTS pour une formation tout au long de la vie, puisque dans ce cadre-là, nous avons pu mettre en place des crédits capitalisables d'un cursus à l'autre, d'assurer des passerelles entre cursus, la possibilité de s'inscrire à un seul cours, la formation continue créditable et services d'audit en lien avec la recherche, l'importance de la recherche-action dans la formation et la mise en place d'une structure favorisant le lien entre étudiants, enseignants et chercheurs, ainsi qu'une grande ouverture à la pédagogie universitaire. Et là, nous remarquons donc que le public de la faculté, c'est un public de tout âge, de tout profil, tout au long de la vie. Nous avons des chefs d'établissement, des enseignants universitaires, des étudiants-chercheurs. Et en conclusion, ce qui m'intéresse personnellement le plus, c'est les questions qu'on se pose. C'est cette question de validation des crédits correspondant à des matières réussies dans les pays du Sud. Est-ce que des matières réussies dans les pays du Sud seront reconnues comme étant validées dans les pays du Nord ou non? La reconnaissance des diplômes obtenus dans les pays du Sud et accès au monde du travail. Est-ce qu'un détenteur d'un master appliquant le système ECTS dans un pays du Sud, est-ce qu'il a accès au travail dans les pays du Nord? La validation des acquis de l'expérience dans les pays du Sud, qui est une grande question qu'on se pose. Le nombre d'heures en présentiel et la qualité des TPC. La charge de travail de l'étudiant. Le passage du référentiel des compétences à un référentiel de métier. Les syllabus basés sur les learning outcomes. Le système d'évaluation des ECTS. Même si on applique ce système, est-ce que le système d'évaluation a suivi l'évolution de la réflexion ou pas? Je vous remercie.